C'est ça qui est terrible, c'est que tu parles d'eugénisme, du problème de l'eugénisme, mais aujourd'hui les Français, le peuple historique de France, il est en plein d'hygiénisme justement, avec l'immigration, le métissage, les propagandes médiatiques de la gauche kérosène et du turbo-capitalisme. Est-ce que tu as quelque chose à dire? Attendez, vous m'aviez demandé un truc intéressant, c'est qu'en fait, l'eugénisme, oui, c'est-à-dire qu'on va crier nazi dès qu'on va parler de frontières. Moi, je ne veux pas parler de ça, on s'éloigne du sujet, mais en même temps, il est légitime, tout est lié, c'est-à-dire qu'il est tout à fait légitime de vouloir, on va nous dire, il est tout à fait légitime, en fait, de préserver qu'un corps, par exemple, préserve sa peau, parce que la peau est la frontière d'un corps. La peau est la frontière d'un corps. Et de la même manière que la peau est la frontière d'un corps, eh bien, je pense que un être humain a besoin d'une identité, un peuple a besoin d'une identité, et un enfant a besoin d'une identité aussi, et donc, effectivement, d'un père, d'une mère, etc. Et moi, je dis, vous nous dites, ouvrez les frontières, mais ouvrez la frontière à l'enfant. Donc, quel est l'objectif de la journée? Essayer de... les bourgeois. Donc, on n'a pas encore clashé, là, on va aller les clasher. L'objectif de la journée, c'est surtout de réveiller l'âme du peuple français, qui me semble très endormi. Endormi par la propagande LGBTXYZ, que le dernier qui rentre ferme la porte. Eh ben, votre bière m'a l'air très bonne. Qu'est-ce que vous buvez? Non, merci, mais j'en prendrai une tout à l'heure. Ah ben écoutez, L'expression bon père de famille, c'est interdit, je sais pas si c'est au courant. Mais... c'est interdit. Et si c'est interdit, si on n'a pas le droit, on prend le gauche, n'est-ce pas? Bon après-midi. Bonjour monsieur. Les fiefs catholiques ont voté pour Macron. Oui. Qu'en pensez-vous? Eh bien alors je trouve ça vraiment désolant parce qu'effectivement moi j'ai pas voté pour Macron. Je savais qu'on aurait ça et je savais que je serais obligée de redescendre dans la rue. Et pour moi c'est important. Quand je vote, je pense pas que à mon argent, je pense à tout ce qui va avec. Vous pensez qu'aujourd'hui on a fait passer l'avoir au détriment de l'être, c'est-à-dire l'économie au détriment de l'anthropologie? Ah mais c'est sûr. Qui est-ce qui va gagner finalement? C'est les entreprises, c'est les laboratoires, c'est ceux qui vont vendre des bébés à des gens qui sont tristes parce qu'ils en ont pas. Moi je comprends qu'ils soient tristes. Moi j'ai des enfants, je suis hyper heureuse. Je comprends que les gens, quand on n'en a pas, on est triste. Simplement, qui finalement va gagner après? Eh ben c'est les laboratoires qui vont vendre des bébés à des gens. On ferait mieux de les accompagner plutôt que de leur dire on va vous vendre un bébé. Le règne de la marchandise en fait, on est en plein dedans. C'est vous qui l'avez dit, mais oui, je l'aurais dit sinon. La famille, c'est un des fondements de la transmission de la foi et la place du père, que ce soit le Père éternel ou le Père qui prend en charge les enfants du Seigneur dans la famille, il y a un lien qui est très direct. C'est une conséquence de l'apostasie finalement, ce qui se passe aujourd'hui. Voilà, oui, l'apostasie, c'est le marigot dans lequel on baigne et qui permet que tout se fasse, quoi. Donc il y a une apostasie générale, le Père est tué depuis très longtemps, ils ont commencé effectivement avec le roi, et puis maintenant c'est avec le Père familial. Ce qu'on attaque, c'est la force virile d'une culture et d'une civilisation. Il faut que cette civilisation ne soit plus virile. Il faut qu'elle soit hybride, qu'elle soit androgyne. Parce qu'à partir de ce moment-là, l'égalité. Elle n'aura plus d'anticorps, de capacité de réaction pour se défendre. Voilà. C'est ça qui est attaqué. D'après vous, la libération sexuelle promue par les boomers n'a-t-elle pas désacralisé le corps de la femme pour en faire un objet de marchandise? Non mais on n'est plus du tout dans la même problématique que 68. En 68, il s'agissait de jouir sans entrave. C'est fini ça. On est dans l'enfant, n'importe quoi, éprouvette, vendu, acheté, porté, délivré. C'est plus mai 68, mais plus du tout. En 68, c'était encore ce qu'on appelait le péché de la chair. Maintenant, c'est le péché de l'esprit. C'est beaucoup plus grave, évidemment.
C'est une catastrophe, parce qu'un petit se structure à partir de 14-15 ans autour de son père, qui représente la société, qui représente l'autorité, qui représente Dieu, qui représente toute référence, toute norme, toute loi, toute interdiction, toute permission. Enfin, quand on n'a plus de père, on est une étoile errante dans l'intersidéralité. Hein. Le jour où on a assassiné Louis XVI, c'est vrai qu'on a commencé d'assassiner le père. Ça, c'est vrai. Et là, on achève le boulot, oui, c'est vrai. Merci beaucoup. Alors, bonjour monsieur, qu'est-ce que vous faites ici? Une petite seconde, s'il vous plaît. Allô, maître? Oui. D'accord. D'accord. Je ne suis pas antisémite. La vérité vous rendra libre, c'est de qui? De Jésus. Jésus. Bon slogan, hein? Le roi de France, Henri III, il disait l'air de France en libre. Bah voilà, il s'est inspiré du Christ. Tout à fait. Mon ami, ça va très bien, la famille est là? Ça va, tout va bien. Bonjour. Nous sommes connus en novembre 2017. C'est une personne qui ne lâche jamais le terrain. Bravo, hein. toi non plus, bravo. Et vos enfants vont bien? Tout le monde va bien, merci. Ils sont là? Ils sont là, oui. Ah ben on va les filmer. Est-ce que vous voulez dire quelque chose aux Français qui vont vous regarder là sur Internet? Courage, courage et foi. Courage et foi. Bravo. Merci. Je suis venu pour mon père en fait, parce que j'ai eu un père formidable, qui a toujours été présent pour moi depuis que je suis né, qui est encore présent aujourd'hui actuellement. Et je pense que chaque personne, chaque enfant a le droit d'avoir un père présent durant toute sa vie. Le projet de loi, il y a des articles, l'article 14, 15, 17, favorise la recherche embryonnaire en France. Oui, mais en étant contre, est-ce qu'on ne favorise pas l'avance de la Chine et on va finir colonisé par les Chinois? Non, mais il faut être contre ce qui se passe en Chine et contre ce qui se passe aussi en France. On va pas finir colonisé par les Chinois, il faut être contre toute recherche embryonnaire. Mais c'est bien d'être contre, mais les Chinois... de l'humain, contre de jouer avec le patrimoine génétique, il faut être contre tout ça et aujourd'hui... Non mais moi je veux bien, c'est très occidental de dire je suis contre, je condamne, mais les Chinois... Oui, enfin, c'est pas une histoire d'embryon là, c'est... Enfin, je veux dire, c'est pas en étant contre les... Anthropologique. Bien sûr, on est dans une rupture complètement anthropologique. Parce qu'on passe d'une médecine qui soignait le passant... La fertilité, ouais. À une médecine qui joue avec les lois de la biotique. Et qui aide le désir à s'exprimer. Il est absolument essentiel qu'un enfant puisse connaître sa filiation, son père, sa mère et son grand-père et sa grand-mère, pour connaître ses racines, d'où il vient, pour savoir où il va. Vous pensez pas plutôt qu'ils ont choisi le portefeuille aux valeurs et que c'est peut-être un peu le problème d'aujourd'hui, c'est que les gens choisissent le pognon vis-à-vis de... contre... C'est-à-dire que, vous savez, quand on considère uniquement des intérêts particuliers, alors qu'on devrait considérer le bien commun, la transgression, le transhumanisme, vers où l'on va. C'est-à-dire la manipulation génétique, l'eugénisme, à savoir la sélection des gènes. La nature c'est la nature, on va pas la remettre en cause, c'est comme ça. Ah bah pourquoi pas, ils osent hein. Le monde est monde, donc voilà. Bah je sais pas si vous avez vu, l'Académie de médecine a donné des conclusions et la ministre a dit c'est daté, c'est... Oui mais ça c'est de l'arrogance, ce gouvernement il est arrogant depuis le début. Dès qu'il veut faire passer quelque chose de toute façon, quand on regarde dans le détail ses études, c'est fait sur 100 personnes. Quelle valeur statistique ça a? Aucune, zéro. La moindre étude clinique aujourd'hui, c'est des milliers de patients pour que ça ait une valeur statistique. Vous avez vu un référendum qui a été fait? C'est le truc qui vaille. Les sondages, ça vaut pas un peu de lapin sur des sujets comme ça. Est-ce qu'il y a un message que vous voudriez dire aux Français? Oui, de prendre conscience de ce qui est en train de se passer parce que j'ai l'impression que beaucoup pensent que c'est déjà acquis. La bataille, elle n'est pas terminée. Il y a eu un premier vote à l'Assemblée nationale, ça va aller au Sénat, ça va revenir. Donc il faut continuer à se battre. C'est pour nos enfants, nos petits-enfants et notre planète. Bonjour, vous êtes venu avec votre drapeau breton? Non, corse. Bonjour monsieur. Si vous êtes là, c'est que vous êtes bien conservateur. Non. Moi je considère que la monarchie était la république du Moyen-Âge. Qu'en penses-tu? Bah non, ça veut rien dire, je comprends pas, ouais. Ou alors si tu prends République, chose commune, oui, peut-être, oui. Il y avait une forme de... Changer de président tous les 5 ans. Vous préférez changer de président tous les 5 ans? Oui. Mais quand on a un personnage exceptionnel comme Louis IX, on veut le garder 30 ou 40 ans. Ah oui, les rois Baudouin aussi, mais il y a un peu comme ça. Hein. Bah, moi je regarde l'histoire de France, on a quand même eu des pas mal. Hein. Et Charles X. Il était très bien Charles X. Ouais. Louis XVIII. Il était homosexuel, je l'aime pas. Ok.
D'ailleurs, à ce propos, est-ce que vous pensez que nos politiques ont plié face à la coterie homosexuelle? Pardon? Que les politiques ont plié face à la coterie homosexuelle? Certainement pas, je pense pas. Moi j'ai l'impression, quand je vois la loi mariage pour tous, etc., il n'y a plus que des PD à l'Elysée quand même. Parce qu'il paraît Macron, il est quand même un peu de la jaquette. Hein. Ils sont tous, malheureusement, quelle est la personne en France qui est vraiment contre? Aucune. Quelle honte, quelle honte. Ah, vous aimez les Habsbourg, monsieur? Je lui dis, il me dit, je suis catalan donc je suis républicain. Et je lui dis, mais vous êtes content que Louis XIII ait rattaché la Catalogne à la France? Il me dit, non, je suis pour les Habsbourg. C'est honteux. Honteux. T'es super grand, tu mesures combien? 2 mètres. Pour moi, c'est de la... Ouais, c'est un problème mental pour moi. De quoi? Bah les députés. Ah non, je n'oserais pas quand même dire ça. Vous devriez écouter. Vous prendriez. Écoutez les experts. Oui, mais et ils ont appelé à voter Macron. Non, écoutez-les. Ils sont gentils les experts, mais bon... Ah oui, enfin les médecins, c'est de quoi ils parlent, pas vous. Que pensez-vous de la religion de Madame Buzyn à l'origine de cette loi, qui est la même que celle de Veil, l'avorteuse, qui est encore la même que Neuwirth, qui est à l'origine de la pilule contraceptive? C'est pas une religion, c'est une idéologie qui nie la nature des choses, la réalité des choses. Ce sont les mêmes gens qui appellent au métissage et pourtant, pour être de cette communauté-là, il faut que la mère le soit. C'est des gens qui promeuvent le racisme en soi ou l'entre-soi et qui promeuvent le mélange aux autres. C'est une hypocrisie totale. Je ne sais pas si c'est une hypocrisie totale, mais le racisme, de toute manière, c'est pas ça, c'est pas le mélange. C'est pas le mélange des ethnies. Non, c'est la pureté, c'est la volonté de pureté, je pense. Non, pas du tout. Le racisme, c'est une échelle de valeurs. C'est normal de vouloir être maître chez soi et de préserver son anthropologie, qu'elle soit à la fois culturelle ou ethnique. L'Europe, c'est la terre des Blancs, pour faire court, comme l'Afrique est la terre des Noirs, comme l'Asie est la terre des Asiatiques. Je pense qu'on peut le résumer en le droit à la continuité historique. Je ne sais pas où vous voulez en venir, mais actuellement, oui, c'est possible, mais c'est pas comme ça actuellement, voilà. Tu es là contre la PMA, la GPA? Oui. Je suis contre la PMA parce que de base, je suis contre la congélation des ovocytes. Vraiment, l'eugénisme, c'est quelque chose de mauvais. Moi, je suis pour le fait d'accueillir les plus fragiles. Tu es contre l'eugénisme, d'accord, mais est-ce que tu es contre aussi le digénisme ambiant actuel? Le quoi? Le digénisme. C'est quoi le digénisme? Par exemple, quand tu fais venir des gens du tiers-monde qui ont 70 de QI et que tu te métisses avec, sachant que le QI des Blancs est en moyenne entre 100 et 110, ça te donne des enfants qui ont un QI moyen de 90. C'est-à-dire que tu es incapable d'avoir des Mozart, des Poincaré et compagnie. Est-ce que tu ne penses pas que, justement, on est dans un digénisme ambiant? Tu penses pas? Non. Là, t'as dépassé le politiquement correct, mon gars. Non, mais t'as vu? 60% des Français sont pour la PMA. Une écrasante majorité de députés sont pour la PMA. Est-ce que c'est pas un combat perdu d'avance? Et autre question, est-ce que les combats perdus d'avance sont beaux? Moi, je trouve oui, mais... Alors, on a bien prouvé que, effectivement, pour la Manif pour tous, on a fait énormément de manifestations. 1 million de personnes dans la rue, c'est rare. Hein. Voilà, et ils ont quand même voté la loi. Moi, je crois que même s'ils votent quand même la loi, et j'espère qu'ils ne le feront pas, mais c'est important de montrer qu'on est là, de parler publiquement, de se prononcer contre. Parce que si on ne se prononce pas contre, on devient complice de la loi. Que symbolise ce drapeau? Ah, la royauté, la pureté, la sainteté, la sagesse. Et je dirais que nous avons indirectement l'abbé Pierre ressuscité. L'abbé Pierre, bonjour. Bonjour. Et je suis très content de voir autant de jeunes, autant de personnes qui ont au moins le bon sens de dire qu'il faut un papa, parce qu'un enfant qui n'a pas de papa, c'est une grande souffrance pour cet enfant. Et puis ce qui est grave, c'est que derrière ça, c'est la destruction de la famille. Et Saint Jean-Paul II a dit, la première chose qu'il faut faire, c'est reconstruire la famille. Merci l'abbé Pierre, merci. Merci à vous. Oui, mais vous voulez chanter quoi?
Ah, c'est bien d'être vieux, mais vous voulez chanter quoi? Donne-moi ton truc. Je veux travailler encore, travailler encore. T'es bourré! Forger la cire rouge, t'emmerde-toi. Travailler encore. Acier rouge et main d'or. Démerdez-vous maintenant. Merci, monsieur. Bonjour, Véronique. Bonjour. Alors moi, je témoigne pour dire qu'en fait, j'ai manifesté à 15h avec une pancarte. C'était PMA eugénisme. On parle beaucoup, on s'est beaucoup focalisé sur la PMA dans ce projet de loi, mais il y a d'autres projets qui sont tout aussi inquiétants, voire beaucoup plus inquiétants. Comme par exemple la création d'embryons surnuméraires uniquement dans le but de recherche scientifique et de recherche pour des labos pharmaceutiques ou cosmétiques. Les chimères, la création de chimères est autorisée. Par exemple, des cellules souches embryonnaires humaines qu'on va implanter dans des ovocytes de porc ou de singes. Il y a aussi le fait qu'aujourd'hui, on peut créer des embryons, enfin des bébés qu'on appelle OGM, c'est-à-dire on va prendre un embryon, on va enlever le noyau de cet embryon, on va prendre un autre embryon dont on va garder les cellules mitochondriales et enlever le noyau. On va mettre le noyau de l'un dans l'embryon énucléé de l'autre, si tu veux. En faisant ça, on détruit 2 embryons pour en créer un 3e. Le clonage, au-delà de 14e jour, est autorisé. C'est-à-dire l'utérus artificiel, l'ectogénèse, je crois que ça s'appelle comme ça. Tout ça, on n'en parle pas. Donc en fait, on est en train de nous dire qu'aujourd'hui, on peut créer des embryons pour la recherche, des embryons homme-animal pour servir de banque à organes et effectivement, la PMA pour toutes aussi. Mais la PMA, dans son principe, elle crée des embryons surnuméraires qui sont congelés 5 ans et qui, au bout de 5 ans, seront détruits. Aujourd'hui, il faut savoir qu'aux États-Unis, ces embryons sont vendus 20 000 $. Que celui qui tient le monopole de ces manipulations génétiques, c'est une grosse firme allemande qui était responsable du programme Action, le programme des nazis. Donc c'est un programme, en fait, voilà, exactement. Et cette fameuse boîte allemande détient le monopole du ciseau génétique, en fait. Et ce ciseau génétique permet justement le tri pré-implantatoire. Ça veut dire que ces embryons, on va les sélectionner avant de l'implanter dans l'utérus de la mère. Mais le fait de permettre la PMA pour toutes permettra, dans un futur très proche, à des couples, même hétérosexuels, de choisir des bébés à la demande. Donc le problème, c'est qu'on se sert des homosexuels, en fait, pour pouvoir légaliser une PMA qui pourra ensuite sortir du cadre médical, c'est-à-dire du cadre de la stérilité, qui pourra servir à fabriquer des enfants à la demande sur catalogue. Donc une industrie d'êtres humains. Un enfant industrialisé, un élevage d'embryons. En fait, on va tomber dans ce que Aldous Huxley avait le meilleur des mondes, exactement. Donc moi, si j'ai manifesté, c'est parce que j'en ai un petit peu assez qu'on nous dise qu'on est des fascistes quand on défend le plus faible. Le christianisme, c'est la défense du plus petit d'entre les petits, de celui qui n'a pas la voix, comme disait l'abbé Pierre. Et donc, ça n'est pas c'est bien plus qu'une religion, c'est une révolution dans le sens originel du terme, dans le chant. C'est-à-dire que ça ramène l'être humain à la source de l'amour et de la protection. Les derniers seront les premiers. Et aujourd'hui, on nous parle des migrants et d'ouvrir les frontières aux migrants. Eh bien, moi, je dis à ceux qui nous disent d'ouvrir les frontières aux migrants, ouvrez les frontières de la vie à tous ces enfants. Et arrêtez de les coincer 5 ans dans des congélateurs à moins 196 degrés pour en créer
des sous-hommes qui vont servir de cobayes. C'est ça qui est terrible, c'est que tu parles d'eugénisme, du problème de l'eugénisme, mais aujourd'hui les Français, le peuple historique de France, il est en plein d'hygiénisme justement, avec l'immigration, le métissage, les propagandes médiatiques de la gauche kérosène et du turbo-capitalisme. Est-ce que tu as quelque chose à dire ? En fait, je pense qu'il y a une espèce d'hypocrisie et de schizophrénie. On nous parle de droits de l'homme, mais en fait, on bafoue le droit le plus élémentaire qui est le droit à la vie, le droit au respect de l'être le plus petit qui soit, c'est-à-dire l'embryon et le fœtus. Attendez, vous m'aviez demandé un truc intéressant, c'est qu'en fait, l'eugénisme, oui, c'est-à-dire qu'on va crier nazi dès qu'on va parler de frontières. Moi, je ne veux pas parler de ça, on s'éloigne du sujet, mais en même temps, il est légitime, tout est lié, c'est-à-dire qu'il est tout à fait légitime de vouloir, on va nous dire, il est tout à fait légitime, en fait, de préserver, qu'un corps, par exemple, préserve sa peau, parce que la peau est la frontière d'un corps. La peau est la frontière d'un corps. Et de la même manière que la peau est la frontière d'un corps, eh bien, je pense que un être humain a besoin d'une identité, un peuple a besoin d'une identité, et un enfant a besoin d'une identité aussi, et donc, effectivement, d'un père, d'une mère, etc. Et moi, je dis, vous nous dites, ouvrez les frontières, mais ouvrez la frontière à l'enfant. Jean-Paul II a été très clair là-dessus. Il a parlé d'animation immédiate pour dire que l'embryon est une personne dès l'apparition du génome. Ça n'est pas un amas de cellules. Vous savez, aujourd'hui, on nous parle d'écologie, on nous parle de la planète, et c'est normal. Moi, je trouve ça très bien de s'inquiéter de la planète. On s'inquiète, comme disait Monseigneur au petit, de l'œuf du scarabée des îles, mais on ne s'inquiète pas du tout petit de l'homme. C'est-à-dire qu'on va respecter la fourmi, la mouche, le scarabée, c'est très bien. On s'inquiète du cri de la tomate, mais l'embryon ne compte pour rien. En fait, je dirais que l'humanisme s'est construit contre Dieu et le post-humanisme ou le transhumanisme, c'est l'homme, c'est la détestation de l'homme sans Dieu, orphelin de Dieu. En fait, l'humanisme, c'était vraiment l'adoration de l'homme contre Dieu. Et le post ou le transhumanisme, c'est la détestation de l'homme. Tu ne penses pas que l'humanisme, c'est ce qui a permis à la Renaissance, au christianisme de se renouveler ? Parce qu'il y avait déjà commencé à y avoir une perte de vitesse. Est-ce qu'aujourd'hui, on n'aurait pas besoin d'une nouvelle Renaissance ? Le problème, c'est que la Renaissance, il y a eu des choses très belles, bien sûr, en art, mais moi, quand je parlais d'humanisme, je parlais plus de l'humanisme de la Révolution française, l'humanisme des Lumières, en fait. Mais c'est un sujet, si tu veux, je faisais plus référence à l'humanisme qui a précédé la Révolution, c'est-à-dire les Lumières. C'est-à-dire, je pensais à Voltaire qui parlait de Jésus en disant l'infâme, des choses comme ça. Maintenant, il est vrai qu'à la Renaissance, il y a eu, en peinture notamment, des choses sublimes. Bon. Il est vrai qu'à la Renaissance, il y a eu quand même des intrusions la gnose a commencé à prendre. Tu parlais de la philosophie grecque, et ça c'est formidable. Moi j'aime beaucoup Platon, Aristote. Je suis pas une spécialiste. Mais tu as eu aussi des influences de Kabbale, de la Kabbale, malheureusement. Et la Kabbale est une gnose, enfin il y a des influences de la gnose, je ne suis pas du tout une spécialiste. Je ne vais pas m'aventurer sur ce sujet parce que là on sort vraiment du sujet, mais effectivement il y a eu des auteurs comme Pic de la Mirandole qui auraient été influencés par la Kabbale, et je crois même qu'il a écrit une Kabbale chrétienne, enfin il me semble. Je ne suis pas une spécialiste, mais moi quand je faisais référence à l'humanisme, je pensais vraiment à cet humanisme des Lumières qui certainement a été engendré par la Renaissance, mais la mauvaise influence, ça ne serait pas les philosophes grecs. Moi je voyais plus malheureusement une influence de la gnose et donc cet orgueil luciférien finalement. Je suis heureuse qu'il y ait eu 400 voire 500 000 personnes. Évidemment, les médias vont nous dire qu'il y en aura eu 30 000.
Je regrette qu'il y ait eu des surveillances pour voir s'il n'y avait pas des drapeaux du Sacré-Cœur, des choses comme ça. Il y en a qui sont passés, Dieu merci. T'en as un derrière toi. Ah ben voilà, oui. Ah ben tu vois, ça c'est la providence de Dieu en fait. C'est-à-dire que c'est merveilleux de voir cette providence de Dieu, son humour qui est extraordinaire. Oh non, mais je me lamentais du fait que qu'il y ait des bonnets phrygiens. Parce que bon, faut arrêter quand même. La Révolution française, si tu veux, il y a eu quand même, autant la France est née, pas seulement dans le baptême de Clovis, elle est née bien avant. On n'en parle pas, mais oui, au pied de la croix. La France est née au pied de la croix du cœur transpercé de Jésus, entre Marie et Saint Jean. Pourquoi je te dis ça? Parce qu'il y a eu en fait... Saint Jean était aux côtés de Marie, d'accord? Quand Jésus dit « Voici ta mère, voici ton fils ». Ensuite, Saint Jean confie son apostolat à Saint Polycarpe. Et Saint Polycarpe à Saint Irénée de Lyon, le primat des Gaules, le premier évêque de Gaulle. Donc pour moi, la France, elle est née avec Saint Irénée de Lyon, qui a reçu la transmission de la foi de Saint Polycarpe, qui lui-même l'a reçu de Saint Jean et qui lui-même l'a reçu de la Vierge Marie, tous deux au pied de la croix. Donc c'est énorme. Et pour moi, quand Sainte Jeanne d'Arc fait sa triple donation, c'est pour réorienter la France dans sa trajectoire sacerdotale. Parce que la France, elle a une mission, elle a une vocation qui est sacerdotale. C'est pour ça que la France est universelle. Et en fait, la Révolution, si tu veux, ça a été une forme de retournement. Et bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais elle est née dans le sang du roi. Elle est née en tuant le père. En tuant le père, c'est encore le régicide. C'est une façon aussi de tuer le Christ, en fait, de crucifier encore le Seigneur. Bien sûr. Et moi, ce que je voudrais dire, je voudrais un petit peu m'adresser d'une certaine manière à des amis à moi, des gens que j'ai croisés, qui sont les gilets jaunes du 91, hein, les constituants et ceux du rond-point. Je les salue parce que ils nous avaient reçus pour parler de Vincent Lambert avec Farida. Et là, je pense que ce problème de cette loi bioéthique, moi je refuse de parler que de la PMA, cette loi bioéthique dans son ensemble, elle concerne le peuple de France dans son ensemble et le peuple du monde. Est-ce que nous voulons aujourd'hui, tu parlais de l'économie, que des grosses firmes aient le monopole de notre génome, du génome humain, qu'ils contrôlent le génome humain? Aujourd'hui, on contrôle le pouvoir d'achat. Demain, on va contrôler notre génome, c'est-à-dire notre ADN. On va pouvoir créer des enfants bas de gamme et des enfants high gamme. Enfin, je veux dire des enfants qui seront des esclaves et des enfants qui serviront à servir une classe dirigeante. Et demain, je veux dire, c'est pas une fiction. Ça. Et puis surtout, au-delà de ça, voilà, c'est-à-dire que l'être humain devient une marchandise. L'être humain est jeté sur la loi du marché. L'avoir au détriment de l'être. Voilà, exactement, la loi du marché contre la loi de Dieu. La loi du marché contre la loi de Dieu. Et moi, je suis venue ici parce que j'aime l'homme. J'aime l'homme parce que j'aime Dieu. Les deux sont liés. On ne peut pas aimer l'homme, on ne peut pas aimer Dieu si on n'aime pas l'homme, et on ne peut pas aimer l'homme si on n'est pas un amoureux de cette origine et Dieu. On l'appelle comme on veut, voilà. Parce que moi, je veux m'adresser à tout le monde. Je m'adresse même aux musulmans. Je m'adresse à tout le monde. Je m'adresse à l'humanité. En fait, je pense que c'est l'humanité entière qui est concernée par cette histoire. Aujourd'hui, je l'ai dit tout à l'heure, des embryons sont vendus aux États-Unis $20 000 sur catalogue. C'est atroce. C'est un nouvel esclavage. On ne peut pas à la fois pleurer sur les migrants et permettre que des petits êtres humains soient vendus sur le marché. C'est pour ça que sur le marché, la loi du marché tout court, c'est ça. On crée aussi une espèce de culture, la culture humaine, enfin une culture au sens de culture intensive, si tu veux. Et puis alors, aujourd'hui, créer des embryons qu'on congèle en vue de faire des expérimentations, c'est monstrueux parce que jusque-là, on les congelait
en sachant que ces embryons congelés, au bout de 5 ans, étaient éliminés, mais que pendant ces 5 années, ils pouvaient servir à être réimplantés dans l'utérus de la mère si elle le souhaitait. Donc leur vie était soumise au désir parental ou pas. Mais pour nous, croyants, chrétiens particulièrement, catholiques, la vie d'un homme, elle n'est pas soumise au désir d'un père, d'une mère ou d'une tierce personne. Elle est sacrée par essence. Dans son essence même, la vie est sacrée en nous. Et c'est l'être le plus fragile qui est le plus sacré. Depuis que Dieu s'est fait homme, depuis qu'il a pris notre chair et qu'il a été blessé et torturé, insulté, etc., je crois que nous pouvons voir son visage dans l'être le plus fragile, le plus démuni qui soit. Et c'est pas... Quand j'entends des caricatures sur Europe 1 ou autre, je ne sais plus sur quelle chaîne, d'une femme qui se moque de celle qui défend l'embryon en se moquant, en prenant des poses ou je ne sais quoi. Mais, Simone de Beauvoir aussi. Mais moi j'ai vu, oui non, Simone de Beauvoir c'est encore autre chose, elle parlait du troisième sexe, elle est à l'origine effectivement de, comment on appelle ça, Elle parlait d'embryon comme un corps gélatineux. Ah c'est terrible, hein. Ah oui ça je savais pas, parce qu'elle ne fait pas partie de mes lectures préférées, je préfère Saint-Augustin, pardon. Saint-Thomas. Mais bien sûr, bah oui. Oui, aujourd'hui il y a vraiment une folie furieuse qui fait qu'on voit sur des chaînes de radio, on se moque des chrétiens quand ils défendent l'embryon. C'est-à-dire que ce progrès est une régression dans ce sens-là, dans un archaïsme, parce qu'on revient au sacrifice d'enfants qui, aux yeux de Dieu, sont des abominations. Parce que jamais, en aucun cas, on ne doit utiliser l'embryon ou l'enfant comme une matière première. Voilà, c'est pas possible. Et qui doit être soumise au bon vouloir d'adultes qui ont le pouvoir parce qu'ils sont déjà en vie. Voilà. Donc moi je dis que demain, l'histoire jugera. Et nous devrons rendre des comptes. Et je suis heureuse, je voudrais remercier les évêques qui se sont mobilisés parce qu'il y en a, les prêtres qui sont venus à la manif parce qu'il y en a, j'en ai vu beaucoup. Ils ont été... Ah, mais moi j'en ai vu quelques-uns et je sais que certains ont pris la parole sur les réseaux sociaux. Et en tout cas, j'ai vu beaucoup de prêtres, dont des prêtres assez connus que je ne nommerai pas, mais enfin bon, voilà, des personnes. Voilà. Et donc je suis heureuse parce qu'ils ont bravé la prudence, hein, parce qu'on sait que l'Église est toujours très prudente, et ils sont descendus dans la rue. Et moi, je pense que l'Église doit s'incarner. L'Église, c'est pas une église de salon, c'est pas une église de vitrine, comme disait le pape François d'ailleurs. C'est une église qui doit prendre chair et qui doit être aux côtés du peuple aussi. C'est pas faire de la politique que de faire ça, c'est simplement s'incarner, voilà. On les a pas vus avec les gilets jaunes. On a été les chercher, alors, ils sont pas venus. Hélas, moi j'ai un slogan qui dit pas trop. L'Église doit se salir les mains, mais pas le cœur. Merci à toi. Merci, tout est dit. Mais merci à toi. Donc tu es un gilet jaune aussi ? Oui. Eh bien moi je suis très émue, je tiens à le dire, parce que depuis le début je les ai soutenus. Parce que pour moi les gilets jaunes aussi, c'est des boutons d'or. C'est comme la fleur qui se tourne vers le soleil. Et moi je pense que les gilets jaunes, ils doivent se tourner vers le soleil de justice et d'équité qui est le Seigneur Jésus, le roi des pauvres et des tout-petits. Et en fait, les gilets jaunes, c'est pour moi le peuple. Et le peuple, c'est la mémoire de la France. C'est pas les oligarques qui font la France. C'est pas les élites. C'est ces gens-là, c'est les petits. Les petits entre guillemets, bien sûr, parce qu'ils sont grands. J'ai vu des choses, mais... Enfin voilà, j'en ai vraiment pleuré, ça m'a vraiment bouleversée. Merci à toi.